Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver ici au Simone à Bordeaux. On est en compagnie d'Antoine Bouzin. En quelques mots, promo N7 2016. Exactement. Tu es aujourd'hui doctorant en sociologie au Centre Émile Durkheim à Bordeaux. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va prendre un peu de recul sur notre projet, La Bretelle. On va pas parler d'un métier en particulier, mais on va plutôt parler de l'identité de l'ingénieur, de la fonction de l'ingénieur et de la définition de l'ingénieur. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Donc, moi, je m'appelle donc Antoine Bouzin. Donc, j'ai fait l'N7 entre 2013 et 2016 dans la filière donc hydraulique et mécanique des fluides. J'avais choisi en troisième année l'option génie de l'environnement, qui m'a permis de suivre en fait des cours transversaux à la fois, donc toujours à l'N7 évidemment, mais aussi à l'N7 et à l'NCA7. C'était vraiment assez enrichissant parce que ça permettait de voir plusieurs cultures scientifiques différentes avec un point de vue plus, on va dire, plus systémique, plus global. J'ai été ensuite salarié, pas particulièrement dans l'ingénierie, pendant 18 mois à Bordeaux entre 2017 et 2018. Et j'ai effectivement repris un master de sociologie à l'Université de Bordeaux entre 2018 et 2020. J'ai travaillé sur le militantisme écologiste des ingénieurs. C'était mon travail de mémoire de sociologie. Et je suis effectivement doctorant depuis la rentrée, depuis septembre 2020. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton métier du coup aujourd'hui comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours envie de faire? C'est vrai que j'avais beaucoup hésité, mais je pense comme beaucoup de lycéens et lycéennes, un peu, on se retrouve en première terminale avec des bonnes notes, ou plutôt en fin de seconde avec des bonnes notes, plutôt des bonnes notes à la fois dans les matières littéraires, à la fois dans les matières scientifiques, et de se dire bon, vers où je me dirige. Il y avait un peu le choix de la raison, le choix du cœur. Le choix du cœur, c'était plutôt les études littéraires, hein. Et il y avait le choix de raison, plutôt partir vers les options plutôt scientifiques qui me plaisaient, hein, par ailleurs. Hein. Il y a toujours une forme de stratégie où si tu fais des études scientifiques, à la rigueur, après tu pourras partir sur des études littéraires, alors que l'inverse, effectivement, est plus compliqué. Donc, c'est ce que t'as fait du coup, scientifique. Exactement, c'est-à-dire j'ai fait la prépa des INP qui s'appelait à l'époque le CPP à Toulouse. Donc 2 ans entre 2011 et 2013. Donc choix premier vœu c'était l'N7, donc je l'ai eu super en hydraulique. Donc voilà, 2013-2016 N7. Et puis il y avait en fait ce qui s'est passé pendant ces 3 ans à la N7, ça a été la COP 21. Alors aujourd'hui on peut être très critique sur les résultats de la COP, mais en fait à ce moment-là il y avait vraiment une forme d'émulsion intellectuelle, il y avait beaucoup de débats organisés, pas particulièrement par l'État, mais il y avait beaucoup d'associations locales, écolos, qui pouvaient être assez d'ailleurs critiques de l'écologie institutionnelle, l'écologie politique telle qu'elle se pratique notamment par les partis, les grands partis. Et j'ai découvert énormément de choses. Je ne me sentais pas particulièrement écologiste, j'étais, comme j'imagine beaucoup de gens, préoccupé par la nature, par la santé de la planète, tout ça, mais sans avoir plus d'idées vraiment sur ce qu'était l'écologie. Et ça a été une année vraiment exceptionnelle parce que beaucoup d'événements. À ce moment-là, du coup, on discutait beaucoup entre nous et on sentait, il y avait une forme de paradoxe qu'on percevait et on sentait une forme de manque. C'est-à-dire qu'on arrivait à voir le monde d'une certaine manière, on arrivait à voir le monde d'un point de vue scientifique et technique, donc on comprenait un peu les phénomènes de la nature. Par contre, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, les sociétés humaines ne s'orientaient pas vers plus d'écologie. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien en fait? Donc il se dit, il y a d'un point de vue ingénieur pragmatique, on se dit, il y a un bug. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent catastrophiques. Donc ça, c'est les enjeux énergie-climat, ou la biodiversité, ou la pollution, ou ce que vous voulez. De l'autre côté, et les actions ne sont pas corrélées avec d'un point de vue social, politique, économique, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux, quoi. Donc là, il s'agit de comprendre ce qui se passe, et je me suis aperçu, pour conclure, que finalement, la formation d'ingénieur m'avait pas outillé pour comprendre ça. Outillé pour comprendre, d'un point de vue physique et scientifique et technique, ces enjeux énergie-climat, mais en fait, elle m'outille pas pour savoir comment les appliquer concrètement et agir. Et il faut ça transformer le monde social, mais d'un point de vue intentionnel, quoi. Donc je me suis dit, il faut, je vais me diriger sur une formation complémentaire parce que j'avais vraiment ce besoin-là de comprendre tout ce qui m'échappait. Et la sociologie, ça a été effectivement un choix il y avait plusieurs choix devant moi, j'ai choisi la sociologie et j'ai vraiment aucun regret. Il y a une partie théorique et pratique, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on découvre les acteurs, les actrices, on s'imprègne, on observe, on cherche à interpréter, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Peut-être qu'on peut entamer le sujet de l'identité de l'ingénieur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient l'ingénieur, quand est-ce sont apparus les premiers ingénieurs en France et dans le monde? Parce que quand on regarde sur internet l'étymologie d'ingénieur, ça veut dire constructeur d'engins de guerre. Je pense que du coup ça a un peu changé maintenant. Donc ça a bien évolué, je pense. Ouais, complètement. Alors l'étymologie dont tu parles, effectivement, ça apparaît, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le terme d'ingénieur
tel qu'on l'entend, ça apparaît, je crois, vers le 16e, 17e siècle. Alors, il faut savoir que l'activité d'ingénieur, elle a apparu bien avant. C'est-à-dire qu'on trouve dans les écrits de Platon et d'Aristote, on retrouve pas le terme d'ingénieur explicitement, le terme explicite, mais on trouve les activités d'ingénieur, c'est-à-dire des gens qui bricolent, des gens qui maîtrisent la technique, qui inventent. Donc, un savoir pratique. Donc, l'activité d'ingénieur, elle est déjà présente en Grèce antique. Elle va retrouver, elle va être beaucoup mieux perçue à partir de la Renaissance, notamment parce qu'on est en Europe à ce moment-là, c'est une guerre, il y a beaucoup de guerres de religion. Donc les ingénieurs sont ceux qui vont pouvoir effectivement, et c'est là d'où on tire l'étymologie. Les ingénieurs, je dis ils parce que c'est quand même principalement des hommes à ce moment-là. De Vinci par exemple. Ouais, tout à fait. Alors, on a De Vinci qui propose ses services au duc de Milan en disant moi, si vous m'embauchez, en fait vous faites une grosse plus-value d'un point de vue militaire, quoi, parce que moi j'ai plein d'idées en tête pour construire des armes pour pouvoir vous aider dans la guerre. Donc là, les ingénieurs deviennent beaucoup plus précieux, et le moment vraiment décisif, ça va être la première révolution industrielle. Donc vraiment, le tournant, c'est 18e, 19e siècle, où là, la profession s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'on crée des écoles, on crée en France des corps techniques au sein de l'État, donc des entités administratives constituées vraiment exclusivement d'ingénieurs. Et il va y avoir un dernier décalage au milieu du 19e siècle. Donc c'est d'ingénieurs qui étaient auparavant. Donc je parle vraiment du cas de la France. C'est pas du tout ce qui s'est passé en Allemagne ou en Angleterre. Par ailleurs, mais c'est vrai que la France, c'est un pays assez particulier par rapport au statut d'ingénieur, Complètement. Et notamment par rapport à ses écoles, mais on y reviendra peut-être après. Et juste pour finir, au XVIIIe siècle où les premières écoles apparaissent, les ingénieurs sont exclusivement associés à l'État. Ils travaillent pour l'État. Ils doivent répondre aux besoins administratifs, militaires, économiques du pays. Et vers le milieu du XIXe siècle, on a un décalage des ingénieurs, qu'on va appeler en France les ingénieurs civils. Donc c'est un terme qui est aussi utilisé en Angleterre. Les ingénieurs civils, en fait, c'est en opposition aux ingénieurs d'État, qui sont notamment formés par les grandes écoles, donc l'école polytechnique évidemment, l'école des mines, l'école des ponts et chaussées. Et ces ingénieurs civils, ils vont pas travailler pour l'État, ils vont travailler pour le secteur privé. Et c'est une opposition qui va être vraiment structurante entre les ingénieurs d'État et les ingénieurs civils, puisque en fait les ingénieurs d'État tendent à plutôt mépriser les ingénieurs civils, parce qu'ils travaillent pour le secteur privé. Donc il y a cette idée qu'ils sont attirés par le gain financier, alors que les ingénieurs d'État, ils travaillent pour l'intérêt général. Il y a une forme de noblesse. Après, c'est quelque chose qui va largement changer, puisque aujourd'hui, la très 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 grande majorité des écoles d'ingénieurs forment des ingénieurs qu'on pourrait appeler civils pour le secteur privé. Et même si on retrouve des écoles publiques qui forment des ingénieurs d'État, si on peut encore les appeler comme ça, comme par exemple l'ENAC ou des écoles qui forment les étudiants à après travailler pour l'État et s'engagent ensuite à travailler pour l'État. Donc ça existe encore. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, si on prend en termes d'effectifs, les ingénieurs d'État sont extrêmement minoritaires par exemple aux ingénieurs qui travaillent dans le secteur privé. C'est l'évolution de l'ingénieur. Si tu devais donner les principales qualités d'un ingénieur, en France, si on prend, moi je reprends un peu les définitions du 19e siècle, vraiment le moment où le métier d'ingénieur s'institutionnalise. Je pense que les deux grandes forces des ingénieurs, c'est les connaissances scientifiques et techniques. Et c'est également des fonctions de commandement. C'est-à-dire qu'on va se commander aux ingénieurs, alors je sais pas si je parle vraiment des qualités, je pense plutôt dans les fonctions, mais c'est vraiment un grand savoir, un savoir qui est certifié, qui est reconnu, et des fonctions de commandement. Alors aujourd'hui, on dit plus trop commandement, on dirait plutôt management. Mais moi j'utilise le vocabulaire vraiment de l'époque, qui dure jusqu'à la seconde partie du XXe siècle, où ils sont là vraiment pour gérer la production, ils sont là pour gérer des équipes, notamment des équipes composées d'ouvriers et d'ouvrières. Et d'où le statut social prestigieux. C'est-à-dire que avant 1850, vous avez toujours les ingénieurs d'État et vous avez des techniciens spécialisés, des ouvriers spécialisés, notamment qui sortent du Conservatoire national des arts et métiers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire que l'ingénieur, c'est un peu le toutologue, le couteau suisse un peu dans la société. Il fait un peu tout, il doit s'adapter un peu à tous les environnements possibles. On se rend compte que effectivement les activités d'ingénieur, elles varient aussi en fonction des transformations macroscopiques, ça veut dire l'organisation sociale, politique, économique. Et l'ingénieur qui avait des fonctions beaucoup plus balisées au 19e siècle, où finalement les secteurs de production, il n'y avait pas non plus pléthore. L'industrie. C'est ça, il y avait la métallurgie. Alors c'était quand même assez étendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ingénieur au 19e siècle, on travaille c'est ce qu'on va faire, dans la production, dans la métallurgie, dans la sidérurgie. C'est quand même assez circonscrit. Aujourd'hui, effectivement, le métier s'est énormément diversifié. Vous avez tout un tas de secteurs. Le métier d'ingénieur s'est énormément aussi tertiarisé.
Et puis vous avez alors, beaucoup de fonctions différentes. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans le conseil, dans la recherche et développement, vous pouvez être ingénieur commercial, manager. Ce qui fait que le spectre est extrêmement large, et ce qui d'ailleurs nourrit ce questionnement des étudiants sur qu'est-ce qu'un ingénieur. Et ouais, et effectivement, alors, mais moi je vois pas ça vraiment, enfin, on peut en discuter évidemment, mais je vois pas forcément ça comme un problème. Enfin, en fait, en soi, le fait que ça se diversifie, j'ai envie de dire, tant mieux. Il y a plus de chances de trouver ton épanouissement exactement, dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas enfermé, on a effectivement plus de possibilités, donc de ce point de vue-là, je trouve ça plutôt positif. Après, effectivement, le problème majeur, et je pense qu'on va y revenir, c'est de penser les métiers d'ingénieur, et ce qu'on trouve en France, contrairement par exemple à l'Allemagne encore une fois ou au Québec en France il n'y a pas d'organisation professionnelle spécifique aux ingénieurs pour des raisons historiques, c'est-à-dire notamment qu'en France les écoles d'ingénieurs ont un poids vraiment décisif et ont empêché finalement la construction d'organisations vraiment représentatives. C'est-à-dire qu'en fait en France les organisations qui ont plus de poids concernant les ingénieurs c'est les alumni, c'est les associations d'anciens qui sont là pour promouvoir et soutenir les diplômés des écoles. Alors que vous avez, par exemple, au Québec, vous avez un ordre des ingénieurs, vous avez l'équivalent en Allemagne. Donc, l'avantage, c'est pas par fétichisme des organisations professionnelles, hein. C'est que les organisations professionnelles, elles permettent notamment de réfléchir au métier et puis de structurer, de pouvoir justement d'avoir des espaces, des instances de débat, d'échange sur, effectivement, c'est quoi un ingénieur, c'est quoi le rôle social de l'ingénieur, c'est quoi le rôle professionnel de l'ingénieur, qui sont des questions qui, je pense, de tout temps sont absolument importantes, mais qui en plus dans des périodes d'urgence écologique, urgence sanitaire, de moments où on sent le besoin de mettre ses compétences techniques, ou du moins les compétences techniques des ingénieurs au service de la société qui en a besoin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On sent des transformations qui arrivent. En tout cas, il y a des choses qui vont, je pense, énormément bouger, et c'est un moment d'autant plus important pour réfléchir sur la place de l'ingénieur dans ce genre de société en transformation. Et c'est quelque chose qui est rarement fait en école, puisqu'il n'y a pas cette tradition de sciences sociales en école d'ingénieur. C'est quelque chose qui est assez rare. On trouve une tradition effectivement plus de soft skills, c'est-à-dire d'avoir des compétences sociales appliquées ou applicables en entreprise, c'est-à-dire comment se comporter avec ses collègues, avec ses subordonnés, avec ses supérieurs, ce que je trouve ça c'est également aussi important. Voilà, c'est pas du tout inutile en soi. C'est pas ça qui vous permet de comprendre la construction historique du métier, le rôle social, la place sociale ou la place économique ou la place politique du métier. Donc on se retrouve effectivement avec un métier qui s'est énormément transformé depuis 50-60 ans, dans un monde qui est quand même, je le répète, hein, c'est l'urgence écologique et sanitaire, on n'en est pas sorti, a priori, on va pas en sortir demain, quoi. C'est quelque chose qui va durer. Ouais. Donc on se retrouve effectivement des ingénieurs qui se posent des questions, ce qui me semble légitime sur le rôle et le sens de leur métier, et malheureusement avec peu d'outils pour s'en sortir, puisque sur le point de vue des sciences sociales, il y a une inertie qui fait que les ingénieurs sont à mon sens pas du tout outillés pour réfléchir à ces questions aujourd'hui. Le monde, le monde fonctionne pas que par des équations scientifiques, quoi. Le comportement des êtres humains, il peut pas se réduire à une équation scientifique coût-bénéfice. Ça dépasse ça. Les ingénieurs, ils ont fait à peu près le même cursus scientifique, à peu près les mêmes écoles, donc le même formatage finalement, les mêmes pensées. Il y a un peu une uniformisation de la pensée de l'ingénieur. Il y a un peu une sectarisation presque, et on est tous enfermés dans un même cursus. On doit tous faire la classe préparatoire, l'école d'ingénieur, le diplôme, et tout ça, comme tu disais, autour centré sur les compétences techniques. Est-ce que c'est pas un risque, et comment ça se fait qu'en France on soit comme ça et pas dans les autres pays? La première chose, c'est que sur effectivement l'uniformisation des pensées, je pense que c'est jamais une bonne chose en soi. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on pourrait en débattre évidemment, mais je pense que toujours intéressant d'avoir. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant de développer une pensée critique, ou en tout cas de se forger son propre avis. Ce qui est pas évident, hein, ce qui demande vraiment, c'est de la pratique, c'est pas inné, hein. Effectivement, alors comment ça se fait qu'en école d'ingénieur c'est comme ça? En fait, je pense que j'ai émis plusieurs pistes tout à l'heure. C'est l'histoire aussi de l'ingénieur en France. Ouais, alors l'ingénieur en France, il se trouve que déjà, qui est ingénieur en France au 19e siècle? En fait, c'est des enfants de la noblesse et de la très haute bourgeoisie. Donc c'est des gens qui sont pas forcément, donc c'est pas le commun des mortels, hein. C'est quand même une fraction de la population qui est assez réduite, hein. Et on a effectivement quelque chose qui est, je le répète, mais il me semble quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la dimension vraiment enveloppante des institutions d'enseignement, de formation, où on est très peu en lien avec le monde extérieur. Tous les événements se font en interne, que ce soit, alors en général les écoles d'ingénieurs ont un bar, ou en tout cas invitent les autres écoles d'ingénieurs. C'est rare qu'on trouve des gens de la faculté en école d'ingénieur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ça arrive, mais c'est vrai que c'est rare. Oui, c'est super rare. Et ça va même plus loin, pour compléter ça, on s'est rendu compte, en tout cas dans notre groupe là pour l'association, que en étant en césure,
ah ben tiens, on n'a même pas connu la ville de Toulouse, on était étudiants à Toulouse, on est resté dans l'école, on faisait les soirées dans l'école, on est restés tous enfermés les uns avec les autres à penser de la même façon. Du coup, ça faisait pas forcément naître des nouvelles pensées, des nouvelles envies, parce on était tous enfermés. Et c'est vrai que de façon générale, à partir de la classe préparatoire, enfin moi personnellement, je ressens ce que tu dis sur le phénomène enveloppant de ce cursus et, et profondément, je me dis pourquoi aujourd'hui il faut en passer par là pour être ingénieur, quoi. Alors, il y a plein de choses. C'est que déjà, il se trouve que les origines sociales des ingénieurs aujourd'hui sont quand même relativement homogènes. C'est généralement des hommes qui font des études d'ingénieur et des gens de classe sociale plutôt aisée, voire très aisée. Et il y a ensuite le fait que ces institutions soient plutôt, je vais dire fermées, c'est pas le terme exact, mais encore une fois, je me répète, mais enveloppantes. Ce qui fait qu'effectivement, comme tu dis, les gens restent entre eux. En plus, les écoles d'ingénieurs ont une tradition en termes de vie associative qui n'a rien à voir avec les universités en France. Donc c'est quelque chose, il y a énormément de clubs, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'événements. Effectivement. Donc quand on voit tout ce qui se passe en école d'ingénieur, on peut comprendre que on n'aille pas chercher des choses à l'extérieur. Ce qui fait que ça rend effectivement la sortie d'école d'autant plus particulière. Il y a vraiment toujours une forme de, on sort d'une vie plutôt communautaire. Moi, la question que je me pose aussi après, c'est comment réussir son insertion professionnelle dans un monde où on va pas évoluer qu'avec des ingénieurs issus de la même formation que nous, alors que ça fait quelques années qu'on est habitué à travailler avec les mêmes personnes. Est-ce que toi tu l'as pas forcément vécu du coup, mais comment on fait pour pas être perdu quand on arrive dans un monde dans lequel on n'est pas du tout habitué à évoluer, quoi? Je crois quand même pas mal dans les capacités d'adaptation des individus en général, et je dis pas qu'elles sont parfaites, et moi le premier, je n'ai pas du tout des capacités d'adaptation parfaites. Mais c'est normal de sortir de sa zone de confort. De toute façon, à partir du moment où vous changez d'institution dans laquelle vous passez votre temps, que ce soit à l'école ou une entreprise ou peu importe, ou une association, vous changez de réseau social, c'est-à-dire vous passez de vos camarades d'école, enfin je veux dire, ça bouleverse des travail. Donc, voilà, ça bouleverse des choses, donc vous êtes obligé de vous adapter. Ouais. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas changer des choses pour que cette adaptation se fasse plus facilement? Mais moi je trouve que c'est normal que l'ingénieur en sortant d'école ne connaisse pas et c'est par tâtonnement, sur le tas. Apprendre sur le tas. Moi je pense que c'est en apprenant sur le tas que tu apprends le mieux finalement. Est-ce qu'on peut pas nous apprendre à être plus agile entre guillemets et s'adapter mieux au monde? Moi j'ai vocation à faire un métier de scientifique, donc je crois profondément à la science et au fait que ça peut nous apprendre, c'est un mode de savoir sur le monde, c'est pas ni le meilleur, ni il est pas, enfin, c'est un mode de savoir et je pense qu'on peut apprendre des choses sur le monde social. C'est-à-dire dépasser sa propre expérience, mais comme en physique, en chimie, en quoi, c'est-à-dire dépasser sa propre expérience. Sinon, si je me fie qu'à ma propre expérience, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, quoi. Donc on voit bien que ça a des limites. Et c'est pareil sur le monde social, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses. Je pense que les sciences sociales, pour ça, c'est une richesse qui est à mon avis extrêmement sous-estimée et qui est pas du tout reconnue à sa juste valeur. Donc ça, c'est un gros problème. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être complètement intégré en école d'ingénieur. Il y aurait d'autres transformations à faire. Il n'y a pas que là, je veux pas avoir là, évidemment, j'ai l'air de plaider pour ma chapelle, mais il y a d'autres transformations. Non, mais moi, je reste convaincu que avoir des sciences sociales, pas que des sciences sociales, évidemment. On va poser déjà la question en conférence. Est-ce que l'idée, c'est de faire des ingénieurs philosophes? C'est pas ça l'idée. Parce que je pense pas que les gens viennent en école d'ingénieur pour devenir philosophe. Après, ce qui est pas nécessaire quand même d'avoir une connaissance scientifique sur le monde, en sachant que, en tant qu'ingénieur, on transforme le monde par les technologies qu'on y insère, qu'on développe, qu'on crée, qu'on conçoit. Ça me semble quand même nécessaire. Il y aurait d'autres choses à faire et je pense qu'il y aurait une écologisation aussi des cours, c'est-à-dire de se dire à chaque fois que en fait vous apprenez une équation, vous apprenez, je suis un peu dans la caricature, mais à chaque fois que vous apprenez des connaissances scientifiques ou techniques, il y a des applications, donc une transformation du monde, donc des effets sur les écosystèmes, sur les individus, sur la vie des gens, des animaux, des plantes, etc. Tu penses que le nouveau rôle en quelque sorte de l'ingénieur, c'est de vulgariser et d'aller sur la place publique pour expliquer ce problème et pour informer les gens? Alors, je ne présenterai pas forcément les choses comme ça. Alors, je sais pas, mon avis sur le rôle de l'ingénieur, il faut en débattre parce que j'en ai un, mais je veux dire, je ne peux pas affirmer que c'est la raison. Oui. Voilà, c'est ça. C'est que, voilà, si je suis cohérent, je ne peux pas dire bon, je pense que j'ai raison et il faudrait mieux que vous m'écoutiez maintenant. Donc l'ingénieur, je pense qu'il faut qu'il se rende compte, c'est que les technologies qu'il va être amené à créer ou à développer dans le monde en général, que ce soit en entreprise, privée, publique, etc., ça a une influence conséquente sur le monde. Donc il faut développer une forme d'éthique, de déontologie, en tout cas réfléchir à ça, d'avoir bien conscience et se poser la question, maintenant en sachant ça,
quel est le choix que je fais conscient? On peut plus se le cacher en disant ah ben non parce que on me l'a ordonné ou c'est parce que on me demande d'entreprise. C'est la responsabilité de l'ingénieur. Et je comprends qu'on me dise ça parce qu'effectivement les ingénieurs c'est plus le statut d'il y a 100 ans, ils sont maintenant en général dirigés par des managers, donc il y a aussi une question extrêmement pragmatique d'emploi. Enfin je veux dire en même temps si je fais pas ça je peux me faire virer, donc je suis pas en train de dire que c'est facile. Donc je pense que le rôle de l'ingénieur ça serait vraiment de prendre conscience de ça et puis moi je suis pour vraiment une démocratisation des technologies parce qu'en fait qui développe, parce que il y a des propos extrêmement contradictoires dans l'univers médiatique ou politique institutionnelle où les technologies sont à la fois géniales et terribles, c'est beau et terrible à la fois. C'est manichéen quoi. C'est ça, et puis c'est hyper contradictoire. Et en général, les ingénieurs en plus en font les frais parce que soit ce sont les méchants qui détruisent la nature, soit ce sont des génies qui vont, grâce au solutionnisme technologique, tout résoudre. Donc les ingénieurs, effectivement, on les entend jamais, on les écoute pas forcément, mais ils sont censés à la fois détruire la nature et sauver le monde. Donc c'est quand même une lourde tâche pour les ingénieurs, qui est d'un point de vue cognitif, qui est pas forcément évident. Comme ça fait peur. C'est vrai qu'on les a un peu plus entendus, notamment avec la crise du Covid. Au journal TV, on parlait souvent de les scientifiques disent que, et donc peut-être que ça a ramené un peu la place du moins la responsabilité de l'ingénieur pour apporter cette expertise technique au service d'une cause qui aujourd'hui est beaucoup la crise du Covid. Mais c'est vrai qu'à part ça, on n'a pas forcément notamment en politique, on n'entend pas forcément des exemples, des citations ou l'utilisation de l'expertise d'un ingénieur ou d'un scientifique pour prendre des décisions. C'est quelque chose qu'on entend peu finalement. Non, parce que les ingénieurs ont jamais été formés. Enfin, on dit pas aux ingénieurs vous avez quelque chose à dire en fait. Vous êtes là pour appliquer ce qu'on vous apprend. Vous êtes payé pour ça en général. En général, vous êtes en plus pas trop mal payé pour ça. Mais voilà, on dit pas aux ingénieurs en fait. Ça sera quand même à vous de prendre la parole pour aussi parler aux gens. D'aller plus loin qu'appliquer vos connaissances et les appliquer pour une cause. Soit politique, sociétale ou autre. Et je vois dans un certain nombre d'associations, je pense à Ingénieurs Engagés ou Ingénieurs Sans Frontières, où voilà, il y a à se dire, en fait finalement on peut faire plein de choses. En fait, comment mettre nos compétences au service des choses qui nous semblent éthiquement nobles ou éthiquement faisables ou intéressantes, pertinentes. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que l'équilibre, c'est en tout cas dans cette quête ou ce besoin que je ressens, et tant mieux parce que j'ai ressenti le même en école, d'en savoir plus sur l'identité de l'ingénieur et puis quel rôle tenir, qu'est-ce que je vais apporter, au service de quoi je vais mettre mes compétences. Je pense qu'on n'a pas besoin de devenir sociologue pour ça. Je pense qu'on peut lire des ouvrages, on peut trouver le temps. C'était aussi la métrique intéressante. Prendre le temps et trouver le temps pour et se poser des questions. S'ouvrir. C'est ça. C'est se poser des questions et puis le fait d'en discuter. Déjà le fait d'en discuter entre vous, de monter la bretelle ou c'est aussi une instance d'échange. Et ça je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça commence ça commence par ça en fait. Décidons ensemble que l'ingénieur a un rôle social et à partir de là il doit rentrer dans le monde social, donner son avis et dire ça c'est pas possible ou ça vous êtes sûr que ça c'est désirable parce que les conséquences sur la vie sont quand même pas géniales. Où est-ce que tu te vois dans 10-20 ans? Enfin, est-ce que tu feras le même métier? Est-ce que c'est difficile à répondre, boucler quelle boucle tu vas reboucler? Moi j'aimerais beaucoup poursuivre la recherche et l'enseignement sur ces sujets-là, la sociologie des ingénieurs, parce que c'est un type de sociologie qui est pas non plus extrêmement il y a une littérature qui est pas extrêmement fournie. Il y a des gens qui travaillent, qui produisent des choses vraiment vraiment passionnantes et c'est un régal à chaque fois. C'est des découvertes vraiment très très intéressantes. Mais il n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dessus. Donc moi j'ai la sensation de pouvoir participer à quelque chose. Et en plus quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc voilà, j'aimerais poursuivre là-dessus et puis voilà, on verra quelles sont les perspectives dans quelles on souhaite de trouver de nouvelles voies d'épanouissement. Mais merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, non, mais je vous le souhaite aussi. J'espère qu'on va trouver le bretelle aussi, quoi. En tout cas, voilà, c'est tellement hyper gratifiant à la fois, d'être en contact avec vous et d'autres groupes d'ingénieurs qui se posent plein de questions et j'ai l'impression d'être utile. En fait, forcément, ça c'est hyper satisfaisant ça flatte à la fois l'ego évidemment, mais c'est aussi de dire on se sent utile parce que je suis pas le seul à me poser ces questions-là. Et puis merci beaucoup coup Antoine. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, c'était
voilà, un plaisir d'échanger. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. En tout cas, merci beaucoup. Pas pour nous, en tout cas. Pas pour nous, en Bon, tout cas, bah, mais- ça-